mais j'ai l'impression que le capitalisme, avec son injustice actuelle, parce que je trouve que les règles sont très injustes, ceux qui travaillent le plus, avec les métiers les plus difficiles, les moins valorisants, qui sont sous-estimés par tout le monde, qui gagnent le moins alors qu'ils ont les conditions de vie les plus pénibles, je trouve ça profondément injuste par rapport à ceux qui ont les travaux les plus intéressants, les plus valorisants, qu'on regarde comme des héros et qui sont extrêmement bien payés. Je trouve ça profondément injuste et pas efficace. Je suis sûr que parmi tous ces gens maltraités, il y a des tas de gens qui seraient très efficaces pour la société si on leur donnait. Donc je suis sûr que... Et ce droit injuste, ce droit capitaliste, il est advenu dans le cadre du gouvernement représentatif, pendant les 200 ans de gouvernement représentatif. Et je trouve qu'il y a un lien logique puissant à ce que... Et je retrouve dans votre livre les mêmes intuitions. C'est-à-dire que quand vous dites... il y a quelque chose qu'on a perdu par rapport à l'ancien régime, de la limitation du pouvoir des marchands, de la limitation du pouvoir des riches, des ultra-riches. Il y avait des limitations qui ont sauté avec la Révolution française. Moi, je trouve qu'avec le gouvernement représentatif, c'est-à-dire ce régime dans lequel on fait confiance à notre volonté individuelle pour désigner nos maîtres, parce qu'on les désigne, on va avoir de meilleurs maîtres. C'est ça le rêve, le mythe du gouvernement représentatif, c'est de dire, si vous désignez vos maîtres, vous verrez, ils seront meilleurs. Ouais. Ce qui, après 200 ans d'expérience concrète, montre que ça ne marche pas du tout quand même. Mais il me semble que ce nouveau gouvernement, qui est historique dans l'histoire des hommes, on n'avait jamais connu ça, correspond chronologiquement à la période du capitalisme. C'est-à-dire que ça a permis aux marchands, en finançant, et vous n'en parlez pas vous dans votre bouquin, mais peut-être est-ce simplement parce que vous n'y avez pas pensé, mais il me semble que c'est par les campagnes électorales, le financement des campagnes électorales que les riches, les commerçants, et principalement les commerçants d'argent, c'est par le financement des campagnes électorales que les riches, donc les riches économiquement, prennent 100% du pouvoir politique, donc deviennent riches politiquement, alors qu'avant, ils n'étaient pas les 100%. Les riches n'avaient pas 100% du pouvoir, ils devaient composer avec les princes, composer avec les nobles, composer avec les clergés. Il y avait des tas de contre-pouvoirs aux commerçants et aux banquiers dans l'Ancien Régime. Et avec le gouvernement représentatif qui permet aux riches d'acheter les acteurs politiques et donc de faire d'eux des débiteurs, c'est le mécanisme de la servitude par la dette, mécanisme que les marchands et les commerçants connaissent bien, et qu'ils appliquent enfin au pouvoir politique par le mécanisme du gouvernement représentatif, par le mécanisme de l'élection et donc de la campagne électorale. J'observe que chronologiquement ça colle en tout cas, c'est à partir de ce moment-là où les marchands ont réussi à imposer leurs règles, leurs droits injustes qui donnent tous les droits aux propriétaires, le droit de faire travailler les gens jusqu'à... Alors au début c'était sans limite, il a fallu des luttes pour en venir à bout, mais ce droit injuste du capitaliste, il a été rendu possible par le faux suffrage universel qui permet aux riches de financer les campagnes électorales. Est-ce que ça paraît plausible ça, et du même coup on arriverait à réduire l'hubris du capitalisme en sortant de ce faux suffrage universel avec les mécanismes. L'argument est extrêmement logique, mais pour avoir été moi-même candidat aux élections pendant 15 ans... Et est-ce que vous avez financé votre campagne électorale? Est-ce que vous deviez votre campagne... je ne sais pas si vous allez pouvoir non, les 10 dernières années, le financement se faisait par l'État. J'ai emprunté auprès d'une banque, et la banque donc finançait ma campagne électorale, et ensuite je remboursais la banque avec la subvention de l'État que je recevais à condition de faire plus de 5% des voix. La condition, il faut faire plus de 5% des voix. Mais comme j'ai toujours fait plus de 5% des voix, j'ai toujours pu rembourser mon banquier. Donc c'est à ça donc que je ne dépendais pas du tout financement public. Des financements publics, c'est ce qu'on Vous n'aviez pas l'impression du tout de dépenses d'un financement? Ah non. Pas l'impression, et pas, vous ne dépendiez pas Non, ça réellement non. Non. Par contre, je dépendais de mon parti politique, parce que si mon parti politique me mettait à la porte, j'avais plus d'étiquette. D'investiture, et donc l'étiquette, et donc la... Et là, les électeurs ne vous suivent pas. Hein. Si vous êtes candidat indépendant, donc ce lien, il serait indirect par la courroie des partis politiques. Parce que les partis politiques sont un petit peu financés par les plus riches. Je pense que c'est un secret de Polichinelle, ça quand même. Les partis politiques ont besoin de l'argent des... Oui, mais c'est plafonné actuellement. C'est très réglementé en France maintenant. Hein. Mais est-ce que les réglementations sont respectées? Je ne sais pas ça. Le parti en tant que tel est réglementé. Les campagnes électorales en tant que telles sont réglementées. Maintenant, ce qui n'est pas réglementé, ce sont les individus. C'est-à-dire vous pouvez avoir des individus, un homme politique, un grand chef politique, il peut obtenir de l'argent, effectivement, mais ça c'est... Et après, il peut l'obtenir après son mandat. Mais ça, c'est à titre personnel, hein. C'est pas pour une campagne électorale, ça, c'est...
Et puis alors, il y a eu d'autres trucs qui se sont produits pendant des années, ben ça c'est connu, on en parle c'est le financement par l'étranger, des chefs d'État des pays du tiers-monde qui financent nos candidats, enfin, ça c'est vrai, ça. C'est très documenté, quoi. La corruption des élus, j'ai plus de 40 livres sur le sujet, quoi. Il y a vraiment... La corruption des élus, c'est quand même un vrai problème. Je ne dis pas que tous les élus sont corrompus, mais le mécanisme corrupteur qu'il y a dans l'élection, par construction, sera élu celui qui a convaincu, donc ça donne une prime au menteur, celui qui va mentir. Quand vous légiférez, vous êtes approché par des groupes de pression qui vont vous dire on aimerait qu'il y ait l'article temps, etc. Il y a des cas où des députés se font payer pour lancer un amendement. Moi j'ai vu ça au Parlement européen. Hein. Et puis on l'a vu en Angleterre, ils ont été mis à jour par des journalistes qui les ont... Alors il est plus facile, je crois que c'est Lamartine qui disait, il est plus facile d'empoisonner un verre d'eau que d'empoisonner une rivière. Alors c'est plus facile effectivement de corrompre un député que de corrompre le peuple. Alors d'où l'avantage là aussi du référendum. Le référendum est un mécanisme anticorrupteur. Parce que vous ne pouvez pas corrompre des millions de gens. Un référendum, il faut 50%, donc il faut des millions. Absolument. Tandis que les députés, évidemment, ce ne sont que des hommes. Hein, donc ils peuvent être sensibles à des tentations, alors que la masse totale du peuple n'est pas sensible à ces mêmes tentations. Donc c'est aussi un élément de anticorrupteur. On a deux mécanismes anticorrupteurs, le référendum et le tirage au sort. Oui. Parce que le tirage au sort est équitable et incorruptible. Oui, ça c'est sûr.